Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi, RH, débat, analyse et expertise et vos rubriques habituelles. Bien dans son job, aujourd'hui on va faire de la danse, mais pas n'importe où, de la danse en entreprise. Oui, on va en parler avec David Issali, il est le fondateur de Danse Tout Style, il est notre invité. Le cercle RH, le manager doit-il toujours être infaillible? Oui, est-ce qu'il doit poser le masque parfois? On en parlera avec Frédéric Fougera et Olivia Copin. Frédéric Fougera qui est président de Tenkan Paris, ancien communicant, et Olivia Copin qui est fondatrice de Juste Business. Et puis pour terminer notre émission, fenêtre sur l'emploi. On en a beaucoup parlé, on suit ce dossier de très près, café, restaurant, sécurité. Où en est-on en matière de recrutement avant les JO 2024? C'est maintenant dans quelques mois. On en parlera avec Julien Tullier, il est responsable de l'Observatoire économique de la CCI Paris-Île-de-France. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job et on fait un petit pas de danse. Bien dans son job, on va parler, alors pas uniquement de culture physique, mais précisément de danse, de l'activité que vous pouvez faire en entreprise. On en parle avec David Issali. Bonjour David. Bonjour, merci à vous pour l'invitation. Je suis très heureux de vous accueillir, fondateur de Danse Tout Style avec un S, parce que c'est important de préciser qu'il y a plusieurs types de danse. D'abord, un petit mot sur vous, parce que vous avez juste 30 ans. Vous avez créé l'entreprise il y a 4 ans, 3 ans. Déjà 18 salariés, des centaines de danseurs qui travaillent pour vous dans plein de pays. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé de la danse, puisque vous étiez danseur professionnel, à entrepreneur? Ça s'est fait naturellement. De base, en fait, j'étais danseur et professeur de danse. Puis petit à petit, j'ai eu mes propres élèves. Et donc, j'ai commencé à déléguer de plus en plus. Donc, j'étais auto-entrepreneur. Avant, j'étais intermittent du spectacle. Et encore avant ça, j'étais salarié. Et donc, après, j'ai créé ma propre société. Danse classique, danse moderne jazz Street jazz, c'est un mélange de hip-hop et de modern jazz. Voilà. Puis après, par la suite, un peu de bachata, de salsa, etc. Revenons à votre activité d'entrepreneur, la danse que vous implémentez en entreprise, dans les villes, dans les zones rurales. Comment ça se passe? Comment l'entreprise accueille? Parce que l'entreprise aujourd'hui essaie d'ouvrir des espaces, des salles de sport, des moments de détente, du yoga. Ça s'inscrit, j'imagine, dans cet espace-là? C'est ça peut se faire autant à l'intérieur des locaux qu'en extérieur ou dans un parc à côté. Il n'y a pas l'obligation d'avoir des miroirs pour danser. Au contraire, quand vous avez des miroirs, vous allez vous focaliser sur vous allez vous focaliser sur l'image que vous reflétez. Le but du jeu, c'est de faire en sorte que vos collaborateurs puissent avoir une activité ludique, originale et sportive et qu'ils puissent avoir une collision d'équipe. Voilà. Extérieur, intérieur, ça veut dire aussi expression du corps, expression physique. Comment vous vendez cette prestation? Parce que vous dites au DRH, d'abord, ça va permettre aux gens de pouvoir un peu libérer leur stress. Ou vous leur vendez vraiment sous le « on va leur apprendre le tango ou le cha-cha ». Non, le but du jeu, c'est pas forcément d'apprendre un style de danse, même si ça reste ludique et que le but du jeu, c'est quand même à la fin du cours d'apprendre un minimum de choses. Mais c'est surtout d'avoir une activité de collaborateurs entre eux. Voilà. Donc c'est assez original. Généralement, on peut voir dans certaines sociétés qu'il y a par exemple des baby-foot. Donc les baby-foot, c'est bien, les cours de danse, c'est un peu mieux, parce qu'à la fin du cours de danse, on apprend quelque chose qu'on peut reproduire autant pour son ouverture de bal de mariage, autant en soirée ou autre. Donc on est plutôt sur quelque chose d'une collision d'équipe avec une activité sportive et originale. Juste un détail très pratique, parce que c'est vrai que dans les grandes entreprises, on imagine que ça existe, c'est plus compliqué dans les PME. Après le baby-foot, on ne prend pas une douche, mais après 1h30 de danse un peu intensif, où on fait du sport, objectivement, on retourne au bureau en se douchant. Comment vous le gérez, ce problème? En fait, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que, contrairement à ce qu'on imagine, la danse n'est pas aussi cardio qu'on puisse l'imaginer. Il y a quand même une pédagogie derrière. On est sur des séances en moyenne d'1 heure. Ouais, c'est pas du step cardio pendant 1h30. C'est pas du tout du step cardio. Voilà, ça reste très très soft par rapport à ça. Après, on fait beaucoup de séances sur la pause repas. On peut faire des séances aussi à la fin de la journée. Voilà. Qu'est-ce que vous disent les DRH? Parce que vous avez déjà un peu de recul. Je sais que vous êtes implanté en France, au Luxembourg, en Californie. Enfin, c'est quoi les retours? Qu'est-ce que vous disent les DRH de cette activité en particulier? Nous, les retours, il est simple. Sur nos chiffres à nous, on a un taux de réinscription, parce qu'on fait des cours généralement à l'année, mais ça peut être par trimestre. On a un taux de réinscription de 92%. C'est-à-dire que les sociétés qui travaillent avec nous sur des cours réguliers à l'année se réinscrivent en 92% d'entre eux directement l'année suivante. On l'a compris, il y a un enjeu commercial, en tout cas convaincre les DRH ou les dirigeants.
Et puis, il y a un enjeu quand même de la qualité des formateurs. Comment vous faites? Vous êtes danseur professionnel. J'imagine que vos équipes doivent faire des castings. Comment vous recrutez ces danseurs qui sont quand même, rappelons-le, des auto-entrepreneurs? Ils sont prestataires de votre structure. C'est ça. Il y a à peu près 3000 professeurs de danse. Du coup, on intervient dans toute la France, comme vous l'avez dit, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, le Québec et en Californie, où on commence à s'installer. Concrètement, les professeurs de danse, on s'entretient avec eux, chacun d'entre eux. Ils ont un contrat avec nous directement. Bien évidemment, ils travaillent aussi ailleurs. Ils n'ont pas l'exclusivité avec nous. Mais on va faire en sorte, par rapport au CV, le monde de la danse est assez petit, donc on va savoir à peu près les noms, on va savoir à peu près les entreprises avec lesquelles ils ont travaillé précédemment. Et par rapport à ça, on va déjà commencer sur des projets assez simples, assez basiques, et on va donner petit à petit plus de responsabilités aux professeurs de danse par rapport au retour qu'on va avoir derrière. Et donc j'imagine en fonction de leurs compétences, de leurs appétences et de ce qui est demandé, parce que vous allez aussi, je dirais, dans des espaces plus intergénérationnels, en direction de seniors, voire même de personnes âgées. Est-ce que ça, c'est autre chose que l'entreprise? Est-ce que vous le faites? Est-ce que c'est dans les perspectives de l'entreprise? Oui, bien sûr. Par exemple, on fait beaucoup de maisons de retraite. Moi-même, en tant que professeur de danse, j'ai donné des cours dans les maisons de retraite, parfois à des gens de 92 ans, 95 ans. Donc là, c'est vraiment l'entretien du corps. C'est l'entretien du corps, c'est la pédagogie, c'est la musicalité, c'est aussi les souvenirs. Parce que ça peut paraître stupide, mais en réalité, quand vous avez 95 ans et que vous repensez... Au tango enflammé, c'est vrai. Avec Brigitte, exactement. Voilà. C'est ce qu'on va essayer de retrouver, on va essayer de stimuler leur mémoire et surtout leur motricité. Un tout dernier mot, ça vous manque la danse ou vous êtes plus heureux aujourd'hui dans la peau d'un entrepreneur? Je suis plus heureux aujourd'hui dans la peau d'un entrepreneur. Je danse encore sur certains projets, des chorégraphies pour des marques comme Thierry Mugler ou autres. Mais la danse, c'est une passion. Parfois, on peut être pris pas vraiment au sérieux. Quand on est entrepreneur, on est pris davantage au sérieux. Eh bien, je vous ai pris au sérieux. Merci David Dissali d'être venu nous rendre visite avec cette entreprise très internationale, il faut le préciser, qui n'est pas qu'en France. Danse, tout style, 18 collaborateurs, ça c'est vos salariés, et puis 3000 profs de danse, femmes et hommes, tous très compétents, pour vous accompagner dans vos entreprises ou ailleurs d'ailleurs. Merci de nous avoir rendu visite David, et à très très bientôt. On tourne une page, le cercle RH, c'est tout de suite. Est-ce que le manager doit poser le masque? Alors le manager ou le décideur, on a un jeune entrepreneur, est-ce que parfois il faut accepter de poser le masque et de montrer sa faillibilité? C'est pas toujours simple à faire, on en parle, c'est le thème de notre débat, c'est le cercle RH, et j'accueille mes invités. Le cercle RH, on parle du manager, des managers. Au lieu de l'expertiser sous l'angle très technique, sur l'angle de la fonction du métier, on va essayer de savoir ce qui se passe derrière la carapace de ce manager. Alors il est exposé, ce manager, il a des fonctions souvent importantes, il prend des responsabilités et il est un peu malmené, on en a beaucoup parlé sur le plateau, depuis le Covid, parce qu'il a du télétravail, il a beaucoup de salariés qui se désengagent. Bref, c'est un casse-tête. On en parle avec mes invités et ils savent de quoi ils parlent. Olivia Copin, fondatrice de Just Business, ni victime ni bourreau, ça c'est l'association que vous portez pour travailler sur quoi? Le harcèlement au sein de l'entreprise? Le management, enfin, tout ce qui est lié au savoir-être au travail. Ni victime ni bourreau, vous nous rappellerez le concept parce qu'il est très intéressant, parce qu'on est on peut être un jour victime puis un autre jour bourreau. Ça c'est très intéressant. Et Frédéric Fougera est avec nous. Vous avez sur ce plateau deux habitués de notre émission de Smart Job. On est très heureux et je suis très heureux de vous accueillir. Président de Tenkan Paris. J'ai bien dit, Tenkan Paris. Et j'ai lu alors avec beaucoup d'intérêt cette tribune que vous avez écrite avec le cœur, avec vos tripes. Et par ailleurs, j'ai appris plein de choses sur vous et sur la manière, et c'est vers vous que je me tourne, parce que vous avez été manager au sens propre du mot, directeur de la communication, de la RSE, à la fois dans une grande entreprise privée, vous avez fait aussi du public. Quelle définition, vous d'abord, avant de parler de ce qui s'est passé à l'intérieur de vous, parce que vous le racontez, un stress total, une pression incroyable, 7 jours sur 7, comment vous définiriez le mot manager? C'est quoi être manager? Vous vous sentiez manager? Moi, j'utilise un verbe, c'est le verbe décider. Je pense qu'un manager, c'est un décideur, c'est une personne qui est confrontée toute la journée à des situations et il doit prendre des décisions. Parfois, il doit en référer, parfois, il doit les faire valider, mais souvent, il est face au mur et il doit prendre des décisions. Et aujourd'hui,
quand j'allais dire en fin de carrière, en tout cas à ce stade de carrière, deuxième vie. Par rapport à il y a 35 ans quand j'ai commencé à travailler, les décisions elles se prennent beaucoup plus rapidement, elles sont beaucoup plus nombreuses, elles sont aussi beaucoup plus risquées, plus exposées, plus sujettes à critiques, à polémiques. Donc un manager, c'est un décideur. Juste, et je donne la parole à Olivia parce qu'elle les rencontre, ces managers aussi, à travers son activité. Vous avez choisi quand même dans votre vie de faire un pas de côté. Vous le racontez, vous dites, j'ai 35 ans, j'avais tout donné et je fais un pas de côté pour changer de vie, pour apporter autre chose. Pourquoi vous n'êtes pas resté manager ? Alors je pense que je suis toujours manager et j'ai fait 2 pas de côté puisque j'ai une première partie de vie dans le public qui était une expérience incroyable, puis 20 ans dans des grands groupes internationaux. Là aussi c'est une autre expérience, puis avec une évolution dans une ère nouvelle. Et puis à un moment il y a une forme de fatigue, d'épuisement, de lassitude qui fait qu'on a envie de faire autre chose. Et là je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Et l'écriture, vous racontez Et l'écriture, mais ça j'avais déjà un peu commencé avant, mais bon, pour être davantage dans le partage, dans la transmission aussi, c'est le fait de l'âge, de l'expérience, une envie de plus donner aux autres plutôt que seulement donner à l'entreprise. Et plus de mots de cœur quand vous venez à la télé, parce que vous racontez aussi qu'il y avait cette espèce de nausée, là vous le dites, je sais pas avec une expression à vous, mais c'était difficile, si difficile que ça de venir à la télé ? Mais quand vous représentez un groupe qui a plus de 100 000 collaborateurs dans le monde, qui est un groupe coté et que vous avez l'opportunité, comme moi je l'ai aujourd'hui, d'avoir une prise de parole publique, chacun de vos mots peuvent avoir une incidence, un impact terrible. Dans mon cas, oui, j'ai toujours été très mal avant d'entrer sur un plateau télé. Et versus les gens qui me voient et qui me disent « Oh là là, qu'est-ce que tu es à l'aise, qu'est-ce que c'est facile, qu'est-ce que ça a l'air sympa ?» En fait, les gens n'imaginent pas en fait, tout le stress que ça représente, la charge émotionnelle et la responsabilité que ça peut représenter. Et donc non, c'est pas forcément super sympa et on n'est pas forcément en pleine forme. On est beaucoup mieux après qu'avant, sauf si on a dit une énorme bêtise. Non, mais je précise que Frédéric Fourgeat est très sympa par ailleurs. Je le dis. Olivia Copin, à la fois dans vos activités, comment vous les regardez ces managers pour avancer un tout petit peu, j'évoquais le Covid, j'évoquais des managers qui sont un peu déboussolés, j'évoquais des gens parfois un peu stressés, on va parler des process, de toutes les règles dans la boîte qui parfois les écrasent. Ils sont comment les managers là ? Comme vous dites, la révolution du travail post-Covid, on a mis beaucoup le focus sur le manager qui est devenu vraiment une fonction pilier. On attend énormément de lui. Je pense qu'il y a deux outils, il y a 2 fonctions dans le management. Vous avez le manager qui est centré sur la tâche, donc c'est-à-dire l'expertise. Donc là, effectivement, en général, il a été promu pour cette expertise, un bon technicien, quoi. Elle a été reconnue, etc. Et effectivement, là, il est question de décider et il y a cette pression, etc. Et ensuite, il y a l'aspect centré sur la relation. Et alors ça, bien du coup, ça dépend un peu de notre parcours de vie, ça dépend un petit peu de notre intelligence émotionnelle, est-ce qu'on a été formé, est-ce qu'on a envie aussi, est-ce que c'est quelque chose qu'on aime faire. Et souvent, les managers se retrouvent à devoir gérer cet aspect-là. Et c'est là où, en général, la formation... c'est là où ça bug, en général. Ça bug. Parce qu'une expertise, on peut mettre... toutes les expertises, si vous voulez, ça s'apprend. Alors que gérer l'humain, c'est quelque chose, parfois une vie ne suffit pas. Donc, et ça dépend d'où on part. Et ça dépend aussi de nos aspérités. Et donc ça, c'est plus compliqué. Et en général, là-dessus, oui, ils ont besoin d'être accompagnés. Mais personne ne m'a répondu parce que, je le précise, manager, il n'est pas sur la feuille de paie. Vous n'aviez pas sur votre fiche de paie le mot manager. Et pourtant, on l'utilise à chacune de nos émissions. Ce n'est pas une fonction, ce n'est pas un métier, c'est quoi ? C'est ça qui est très évanescent dans ce mot. C'est une position. Sur la fiche de paye, vous avez écrit directeur, directrice, VP, EVP, senior VP. C'est une position d'encadrement. Avant, on disait responsable, ou on disait cadre ou cadre supérieur. Bon, on n'utilise plus ces termes-là. On parle aujourd'hui de manager, et puis on l'applique sur toute la ligne. Donc, qu'on soit un cadre dirigeant ou qu'on soit le manager de 2 stagiaires, du coup, on devient manager. Mais voilà, c'est une personne qui encadre, qui a une charge de responsabilité et qui a aussi généralement une charge de responsabilité humaine. Et souvent, la question de la relation. Souvent est au COMEX. Faut préciser, parce qu'il y a une confusion dans le mot manager. On peut être manager en pilotant 5-6 personnes et être un manager. Il y a des milliers de managers qui ne sont pas dans les COMEX. Et tous les échelons comptent parce qu'on peut avoir un impact très fort sur du micromanagement sur ces équipes si on ne sait pas faire, si c'est compliqué. Vraiment, il n'y a pas besoin d'attendre d'être manager dans un COMEX pour comprendre, savoir comment on manage. L'idée, c'est justement, dès le début, dès qu'on a les premières fonctions à responsabilité,
responsabilités. Je prends un exemple très simple. Vous avez par exemple dans des agences de conseil, chez les stagiaires, une personne qui va manager les stagiaires. Dès là, on commence à... Il a une fonction de manager. Voilà, et il est stagiaire. Ça, c'est très intéressant d'ailleurs. On identifie déjà les comportements. Est-ce qu'il est capable d'eux ou pas? Et ceux qui sont compliqués. Frédéric Fougère, on parlera de l'infaillibilité ou de la faillibilité des managers. Parce que dans l'article que vous écrivez là sur LinkedIn, il faut le lire. Là, vous posez le masque. Voilà, vous faites ce pas de côté. Vous vous racontez de l'intérieur d'un point de vue très psychologique. J'ai le sentiment que le manager, quand il arrive au travail, il met le masque. C'est lui qui mène le bateau. Il n'a pas le droit de craquer. Il doit toujours être là. Il doit toujours être là avant, partir le dernier. Enfin, il y a un peu comme ça une sorte de mythe du manager. Cette tribune à laquelle vous faites référence, c'est un consultant médias sociaux qui s'appelle Sébastien Beaujeau, qui a créé un blog sur LinkedIn qui s'appelle Pensée secrète et qui invite les gens de son choix à venir livrer un peu d'eux-mêmes et un peu de leur intimité. Quand on vous propose cet exercice, vous ne savez pas forcément de quoi vous allez parler. On a la plume qui tremblait. Et alors, je n'avais pas forcément la plume qui tremblait, mais je cherchais à être pertinent ou intéressant ou utile plutôt que de raconter n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai choisi de faire cette tribune qui se nomme « Je ne suis pas si fort que ça ». Parce que pour répondre à votre question, en fait, vu de l'extérieur, on n'a pas le droit à la faiblesse. On n'a pas le droit à une apparence de difficulté. On doit toujours se montrer fort, quoi qu'il arrive. Et donc tout donne le sentiment d'être très fort. Enfin, en tout cas, si on veut faire son job correctement, si on veut être considéré, si on veut être promu, si on veut être respecté. C'est une erreur de penser ça, parce qu'on peut... Enfin, je ne sais pas, Olivia dira peut-être le contraire, mais parfois dire, là, je ne sais pas, là, j'ai besoin de vous, là j'avoue que je suis dans un moment de doute. Enfin, je veux dire, c'est pas se mettre en péril de dire ça. Non, moi je pense pas. D'ailleurs, si vous regardez un peu ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas. Mais je pense que ça c'est en train de changer aussi quand vous disiez oui, le manager c'est lui qui part en premier. De toute façon, aujourd'hui avec le télétravail et puis c'est la nouvelle génération qui a quand même un rapport par rapport aux horaires qui diffèrent. Je pense pas que ça soit ça qu'on attend d'un manager. Si vous voyez par exemple l'icône comme Steve Jobs qui disait que de toute façon un manager c'est celui qui sait s'entourer de gens plus compétents que lui. Donc où est la compétence? Et justement c'est en pensant qu'on est infaillible que là peuvent arriver les abus parce qu'on va avoir du mal à faire monter des gens plus compétents que nous, alors que le rôle du manager, c'est de rassembler l'intelligence. Ouais, c'est intéressant. Et puis surtout, moi je pense que le manager, il doit pas être infaillible, mais il doit être perfectible. C'est-à-dire qu'une des qualités pour moi qui est primordiale, c'est de savoir se remettre en question et accepter l'altérité, c'est-à-dire accepter de travailler. Que l'autre vous challenge. Ne fonctionne pas comme vous, et donc du coup, comment on fait quand du coup ça fonctionne pas comme on aimerait que ça fonctionne, etc. Mais c'est intéressant parce que dans le vieux... l'industrie, je veux dire, des années 30, c'est-à-dire que le patron était à la tête, personne n'aurait osé contester sa parole. C'est un peu comme l'évolution de l'éducation avec les enfants. On a aujourd'hui une génération Z qui vous challenge, qui vous dit c'est pas comme ça. C'est compliqué ça quand on est manager et qu'on se dit là il me challenge et être aussi capable de dire ok, j'ouvre un peu la porte, il a pas tort dans ce qu'il me dit. Mais c'est pas du tout compliqué, mais comme le disait Olivia au début de notre échange, c'est une qualité que tout le monde n'a pas. Tout le monde n'a pas les qualités pour être un manager. Et le manager doit avoir cette capacité à embarquer avec lui des personnes. Mais comme le disait également Olivia, en tout cas moi ça a été ma pratique de toujours recruter sur chaque mission des gens qui étaient plus compétents que moi. Donc moi je sais quel est leur métier, ce qu'ils peuvent faire, mais ils sont plus compétents que moi techniquement, opérationnellement ou dans leur expérience, ce qui me permet d'avoir une équipe, une tribu très très forte. Donc c'est un entraîneur, là, vous me décrivez un rôle d'entraîneur. Je mets le meilleur buteur, je mets le meilleur gardien. Et si j'organise mon équipe comme ça et que c'est pour expliquer à chacun d'entre eux qu'ils ne savent pas faire et que je sais mieux faire, parce que en fait je suis incapable de déléguer et incapable d'accepter qu'on ne va pas faire comme moi, parce que déléguer c'est ça en fait, c'est donner une mission et de demander à quelqu'un de la réaliser. Et l'important c'est la façon dont elle va être réalisée à la fin. L'objectif, est-ce qu'on va atteindre l'objectif et non pas est-ce que la méthode va être la mienne. Sinon, autant que je le fasse moi-même, je n'ai pas besoin de recruter des gens. Il y a quand même un changement, le Covid y a contribué, mais je parlais de la génération Z, je parle de ces entreprises de la tech où on a l'impression que tout est horizontal. Ça aussi, c'est un peu du mythe. Il n'y a plus de verticalité, il y a plus de... Tout le monde est sur la même ligne, le patron vit dans le même open space, on est presque tous des copains. Est-ce qu'on est un peu dans du mythe ? Là aussi. Je pense qu'il y a eu un peu tout. C'est comme un peu sur le télétravail, il y a eu cette espèce d'engouement et maintenant on sait qu'il faut quand même être un minimum présent. Donc non, je pense qu'il y a quand même une part de mythe. On a besoin de cadre, on a besoin de quelqu'un qui décide. Qui pilote. Exactement, comme vous le disiez, voilà, la décision c'est très important. Et je pense qu'il faut surtout rappeler aux jeunes générations qu'en fait le manager ça reste un salarié comme les autres. Enfin, souvent les compétences managériales qu'on a, on doit aussi rendre des comptes, on a aussi des managers. Enfin, voilà, c'est-à-dire qu'un peu humainement,
humaniser cette fonction-là qui est une fonction qui est souvent... Avant de nous quitter, il y a l'enjeu technique que vous avez soulevé. C'est-à-dire que les managers, pour certains, montent parce que ce sont de très bons techniciens et que finalement, on s'aperçoit, et le COMEX s'aperçoit qu'en fait, il n'est pas dans l'humain. Il ne sait pas s'exprimer, il ne sait pas écouter. Est-ce qu'un bon manager, ce n'est pas d'abord quelqu'un qui sait écouter, qui sait prendre le temps d'avoir cet échange, qui est vraiment dans l'écoute bienveillante, j'allais dire, parce qu'on en parle beaucoup, ça, dans les articles. Certains montent aussi parce que ce sont de bons politiciens ou de bons tacticiens et ce ne sont pas nécessairement de bons managers. Mais oui, J'osais pas le dire. Le bon manager, c'est avant tout une personne... Enfin, la bienveillance et l'empathie, pour moi, l'empathie, c'est la première qualité d'un manager. La bienveillance, on en parle beaucoup, on la voit beaucoup moins souvent dans les équipes. Oui. Mais voilà, être à l'écoute, apprendre des autres, donner cette forme d'échange. Le manager, lui, c'est pas, la fonction de manager, c'est pas d'avoir raison. La fonction de manager, c'est d'avoir la responsabilité de décider. Je reviens à ce que je disais en entrée de jeu. Donc il n'y a pas forcément de position, de posture à avoir vis-à-vis des autres. Je ne suis pas le chef et donc j'ai raison, t'es mon subordonné donc tu as tort. Juste moi, j'ai la responsabilité de décider, donc à chacun de m'apporter l'ensemble des bonnes informations pour me permettre de décider. Et moi-même, en tant que coéquipier du patron, non mais en tant que moi-même coéquipier du patron, du président, des directrices générales, eh bien moi-même j'apporte ma partie d'expertise pour permettre à mon manager supérieur, mon N+1, de décider. Le fameux N+1. Voilà. C'est dur d'être manager là aujourd'hui quand même, parce qu'on a vu des managers avec beaucoup d'accompagnement sur les soft skills, on sent qu'ils sont un peu perdus. Qu'est-ce qui se passe pour conclure ? Paradoxalement, je trouve que on commence à comprendre que c'est une fonction qui ne s'apprend pas à l'école, clairement, parce qu'on sort de l'école avec une expertise, mais on ne sait pas forcément manager. Il y a des écoles de management, mais voilà, bon, mais ça reste quand même dans les grandes écoles de commerce, voilà, on n'a pas l'impression que... Parce que c'est aussi une expérience qui s'apprend sur le tas. Voilà. Et donc, je pense qu'il y a quand même cette prise de conscience. Les entreprises, en tout cas, accompagnent de plus en plus, proposent de plus en plus des formations. Quand il y a des difficultés, il peut y avoir des outils comme le coaching pour vraiment accompagner cette fonction-là, pour faire en sorte que les managers soient aussi bien dans leur peau et puissent performer. Parce que voilà, si l'humain n'est pas là, en général, les résultats, ils ne sont pas non plus. Un mot, j'invite vraiment ceux qui nous regardent à lire cet article, fruit d'un blog, parce que c'est intéressant, parce que je pense que chacun fait l'effort de vraiment dire des choses profondes et un peu intimes. Vous dites, ma véritable force aura peut-être été de réaliser avec le soutien de mes proches, de ma famille et de mes équipes que le pire doit s'éviter avant et non après qu'il ne se produise. Ben oui, parce que quand on voit le nombre de burn-out, quand on voit parfois aussi le nombre de suicides, de divorces, quand on voit tous les aléas horribles que l'activité professionnelle peut avoir sur la personne, sur la santé, sur la vie de couple, sur la vie familiale, ben il est parfois préférable d'ouvrir les yeux et de prendre de bonnes décisions tant qu'il en est encore temps. Être centré. Merci à vous deux. Je serais bien resté encore un petit peu de temps avec vous parce que c'était passionnant. Merci à vous, Olivia Copin, fondatrice de Just Business, ni victime ni bourreau, association et donc de la pédagogie et de la formation sur le terrain, il faut le préciser. Et merci à vous, Frédéric Fougera, président de Tenkan Paris, avec des conférences, des livres et cet article à découvrir qui nous permettra de peut-être mieux découvrir Frédéric Fougera de l'intérieur. En tout cas, on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et on parle, des process. Ça, c'est très lourd pour les managers, les process, mais justement, on en parle. Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission. On va parler d'un sujet dont on parle beaucoup sur ce plateau, les pénuries de main-d'œuvre dans deux grands secteurs, café, restaurant, mais aussi la sécurité en vue des JO. Vous aurez compris évidemment que même pour les cafés et restaurants, il y a des enjeux pour les JO. Il va y avoir des millions de touristes dans Paris. On en parle avec Julien Thuillier. Bonjour Julien. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes responsable de l'Observatoire économique de la CCI Paris-Île-de-France. Je précise bien le CROCIS avec des études suivies d'ailleurs sur plusieurs années. Commençons par les cafés et restaurants, parce que depuis la crise Covid, vous les suivez, et vous avez sorti une étude qui est intéressante. Est-ce que ça va mieux, ou est-ce que globalement, vous me dites, là, aujourd'hui, ça ne s'est pas beaucoup amélioré, la question du recrutement dans le secteur café et restaurant ? Alors bon, effectivement, depuis la crise Covid, il y a beaucoup de besoins qui ont été identifiés dans ce secteur, des cafés et restaurants. Il y a de forts besoins de recrutement par rapport à l'activité qui reprend. Évidemment, il vient d'avoir la Coupe du Monde de rugby, qui a eu beaucoup de touristes en Île-de-France. Il y a la perspective des Jeux Olympiques. Donc aujourd'hui, beaucoup de postes sont à pourvoir, justement, dans ces secteurs, cafés et restaurants. Ça a évolué depuis la première étude, il y a 3 ans Depuis la crise Covid, on assiste en fait à un
problème de recrutement, de demande sur ces secteurs-là. C'est-à-dire que les cafés-restaurants trouvent assez peu les besoins en termes de serveurs, en termes de personnel de cuisine principalement, bien sûr. alors que de grands nombres de CDI sont proposés. Ce sont des postes quand même qui sont pérennes, qui sont proposés. Mais vous, au-delà de l'étude, je dirais purement factuelle, des datas que vous avez évidemment, parce que vous avez beaucoup de data, est-ce que vous avez le sentiment que la profession est en train de se réformer? Nous, on a eu des invités sur ce plateau qui évoquaient l'idée de faire 2 services, un lundi, jeudi et un vendredi, dimanche, pour permettre plus d'attractivité. Est-ce qu'ils l'ont fait ou est-ce que ça reste un secteur quand même un petit peu ankylosé quand même? Non, ils le font. Ils le font évidemment. Alors depuis le Covid, il y a beaucoup de services de livraison qui sont mis en place. Beaucoup de cafés-restaurants ne le proposaient pas avant et le proposent maintenant. Donc il y a quand même une volonté d'adaptation, une volonté de réformer un peu. Après dans les métiers proposés, c'est-à-dire serveur ou personnel de cuisine, c'est vrai que ce sont des besoins qui sont forts, évidemment. On a toujours besoin de ces personnes-là. Et il est difficile de faire évoluer. Alors comment ils ont procédé? Il y a évidemment l'attrait sur le salaire. Il y a des salaires un peu supérieurs qui ont été proposés. Les salaires augmentés, d'ailleurs. Les salaires ont augmenté. Il y a des conditions aussi d'horaires plus souples, peut-être proposer plus de jours de congé. Donc, ils cherchent à s'adapter. Et pourtant, ça ne marche pas. Et pourtant, ça ne marche pas parce que ces métiers-là sont très difficiles et n'attirent pas. Alors, il faut savoir que les cafés-restaurants, évidemment, réfléchissent à d'autres possibilités, ils cherchent à recruter autrement, et dans les recruter autrement, ils ciblent aussi d'autres personnes. Ils visent beaucoup des personnels en reconversion, par exemple, ou alors voir des seniors, ou à l'opposé des étudiants, pour attirer, justement, essayer de trouver le personnel. Julien Thuillier, parlons de la sécurité, parce que tous les sites olympiques, de la cérémonie d'ouverture jusqu'à la dernière minute, il y aura de la sécurité partout sur les sites, de la sécurité, de l'accueil et de l'accueil sécurité. Là aussi, à travers votre étude, on voit que ça reste, on avait un expert récemment, il me parlait de 15 000 personnes, 15 000 postes à pourvoir. Est-ce que ça bouge ou pas sur ce sujet? Oui, ça bouge évidemment. Il y a de nombreuses offres qui sont proposées sur ces postes-là. Alors on parle d'agents de sécurité, on parle d'agents de surveillance. Donc là, les besoins sont forts. On l'a vu avec la Coupe du Monde de rugby encore une fois, et on va le voir avec les Jeux Olympiques où les besoins sont très importants. Donc il y a aussi des process qui sont mis en place. Le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que 3/4 des entreprises qui cherchent à recruter rencontrent des difficultés de recrutement, clairement, parce qu'il y a un manque de motivation, il y a un manque d'attrait aussi sur ces métiers-là, parce que qui sont très difficiles. Les horaires des amplitudes horaires sont très importantes. Ça peut être plusieurs jours consécutifs, plusieurs semaines même. Avec une pression forte, hein. Avec une pression forte, puisqu'il y a une très forte pression sécuritaire sur le pays, et pendant les Jeux Olympiques, elle sera bien présente. Clairement. Donc il y a beaucoup de recherche d'emploi et évidemment de difficultés qui vont avec. Un mot quand même sur les profils de recrutement dans les métiers de la sécurité. Certains évoquaient l'idée qu'il fallait réformer tout simplement la loi, puisqu'il faut avoir, je crois, 3 ans de vie sur le territoire. Et certains évoquaient même l'idée de pouvoir intégrer des migrants ou des réfugiés. Oui, cette question, elle est posée. Elle n'est pas résolue. Elle n'est pas résolue, mais elle est clairement posée. C'est-à-dire que quand on demande aux entreprises de la sécurité sur les profils qu'ils recherchent, ils sont prêts à ouvrir, justement. Alors, ils poussent pour cette modification de la loi, mais également à recruter des personnels un peu différents, notamment les réfugiés, vous l'avez dit, c'est une vraie question. Ça peut être aussi des seniors ou des étudiants, en fait, toute personne, avec peut-être le risque quand même que la formation devra être accélérée et ça commence à se réduire, là, hein. Alors, ça commence à se réduire, c'est ce que j'allais dire. Vu les dates des Jeux Olympiques qui approchent à grands pas, ça risque peut-être d'être compliqué, et c'est un problème qu'ils ont identifié. Merci de nous avoir éclairés. Lisez cette étude, parce que d'abord, c'est une étude en termes de diagnostic qui est vraiment très intéressante. Puis on voit qu'évidemment, le compte à rebours a commencé à tourner en matière de secteurs comme les cafés-restos et comme la sécurité. Peut-être même, dit-on, que certains sites vont devoir réaménager leur organisation par manque de sécu, hein. Alors, je n'ai pas toutes les informations, mais il y a ce risque. C'est une question qui se pose. Merci Julien Thuillier, vous êtes le responsable de l'Observatoire économique à la CCI Paris-Île-de-France, le CROSIS, avec des études toujours intéressantes. Allez donc jeter un œil sur cet observatoire. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous, évidemment, qui nous avez regardé et qui nous suivez très régulièrement. Merci à toute l'équipe qui était derrière. Je remercie Romain à la réalisation, je remercie Thibaut au son. Et puis merci à l'équipe de programmation, Nicolas Juchat, bien sûr, et Alexis Mathieu. Merci à vous. Et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.